Alors, ayant un caractère très ouvert, très joyeux, j'aime l'humour, je pense que le fait de rentrer dans une chambre avec un sourire et de trouver quelque chose de drôle, ça a désamorcé des situations tellement complexes. Alors, tout en étant respectueux. Ça, c'est le fait d'avoir de l'humour n'engendre pas un irrespect, bien au contraire. Mais peut-être d'essayer de dédramatiser la situation en disant « Oh là là, oui, hein, il y en a marre des traitements. » Et du coup, des fois, de jouer la scène. Moi, j'ai toujours fait ça, par exemple, avec des enfants. En disant, une fois, j'ai pris un doudou et j'ai dit « Oui, il y en a marre des docteurs. » Et je me rappelle que cette petite fille qui était terrorisée à l'idée d'avoir des soins, le fait que je transpose sa situation sur un doudou, d'un coup, elle a éclaté de rire et on a joué ensemble. Je pense qu'il faut être très créatif. J'ai eu des situations où vraiment j'ai été prise à partie par des familles, tout ça. Des fois, je leur disais, est-ce qu'on peut aller se poser quelque part? Est-ce qu'on venez, moi je suis là, je vais prendre le temps et je vais vous écouter. Ça m'est arrivé à domicile, hein, sur un décès d'un patient qui est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Pas de personnel soignant à domicile alors qu'ils ont été appelés parce qu'ils étaient de garde. Enfin, ça a été très compliqué. Je me rappelle rentrer dans cette chambre de la patiente et avoir une famille entière qui m'attendait. La première chose que j'ai fait, je leur ai dit, je suis vraiment désolée et je ne sais même pas par où on va commencer. Mais par contre, le temps qu'il faudra pour remettre les choses en place et qu'on en discute, je resterai tant qu'il faut. Le fait d'avoir montré aussi que je suis humaine et que je comprends, mais que je ne sais pas comment je vais là pouvoir aider sans savoir, on s'est assis, on a discuté, Je pense qu'il faut être très humble. Je pense que c'est dans des familles qui sont en souffrance, on ne peut pas arriver avec cette notion de toute puissance. Je pense qu'au contraire, pour désamorcer une situation complexe et surtout une situation de tension extrême, je pense qu'il faut être très humble en disant « Écoutez, est-ce que je peux vous aider? Venez, on essaye de trouver... venez, on va discuter, on boit un café. » Enfin, voilà, je pense qu'il faut remettre de l'humanité, justement. Alors parfois, il y a la barrière de la langue aussi, qui peut être très compliquée. Il y a aussi un niveau de compréhension qui peut être parfois différent de ce qu'on pourrait penser. Parfois aussi, il y a des familles qui ont tellement d'a priori sur ce qu'ils ont pu lire sur Internet, sur les situations qu'ils ont pu vivre dans leur famille ou leurs voisins. C'est très humain. C'est très humain de dire tiens, ma tante a eu ça, donc ça va se repasser de la même manière. Donc, je pense qu'il faut vraiment analyser et prendre le temps de communiquer avec les gens pour comprendre en fait où ils en sont dans leur démarche. C'est pour ça qu'on parle de relations d'aide, d'empathie, de prendre le temps de faire un vrai entretien. C'est pas 10 minutes entre deux portes, c'est vraiment s'asseoir et de dire voilà, racontez-moi votre histoire. Puisque le but en fait, c'est d'avoir l'histoire de la personne. Alors souvent, surtout en tant que manager, plus en tant qu'infirmière. Souvent, on arrive dans des situations extrêmes, hein, où ça s'est peut-être mal passé avec l'infirmière, ou du moins l'équipe a perçu des choses, mais que la famille a exprimé différemment. Moi, là où j'ai toujours essayé de mettre en place des choses, c'est vraiment de leur expliquer que moi, je suis la personne qui peut entendre et que j'entends et que quoi qu'on dise, déjà, je ne serai jamais dans le jugement.
que je ne suis pas à leur place, donc je ne peux que les supporter d'une manière extérieure. Et en fait, je pense qu'il faut poser des mots, même s'ils sont durs, il faut poser des mots. Je pense que c'est le moment où il faut être dans le vrai. Moi, ça m'est arrivé de désamorcer en essayant justement de prendre cette situation et de la sortir du contexte en disant, voilà, vous seriez à ma place, mais qu'est-ce que vous feriez? Et le fait peut-être de changer la dynamique de la discussion, de la manière dont elle devait commencer, finalement, en fait, les gens réalisent un peu plus. Quand ça concerne, par exemple, un problème de compréhension, puisqu'il y a la barrière de la langue, j'ai fait appel à des interprètes. Parfois, dans les équipes, vous avez des ressources qui sont à proximité, puisque quelqu'un dans l'équipe parle la même langue. Donc, n'hésitez pas, il ne faut jamais hésiter à utiliser quelqu'un qui a la langue pour être dans la proximité aussi. Parce que parfois, c'est ça qui frustre aussi. Vous avez une équipe médicale qui vient, qui sait qu'il y a une barrière de la langue, mais qui n'a pas le temps des fois de prendre ce temps-là, de réexpliquer, de reformuler. Donc, ça crée une frustration, une peine, un sentiment de ne pas être soutenu. Donc, n'hésitez pas. Moi, c'est un conseil, c'est de mobiliser au maximum les ressources qu'il y a sur place pour essayer de désamorcer des situations qui sont complexes. Quand ils étaient capables d'écrire, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours transposé, mais dans tous les soins et tous les services que j'ai. Du moment qu'un patient est en capacité d'écrire, moi, je leur disais d'écrire. Pourquoi? De poser quelque part cette anxiété. J'ai peur de la mort, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de laisser mes parents. Et souvent, le fait d'écrire, en fait, ça déverse quelque part. Et c'est sain, puisque c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir retravailler parfois avec les psychologues. Je l'utilise dans d'autres services. Moi, je leur demandais d'écrire. Par exemple, de parler, peut-être d'écouter de la musique. La musique, parfois, c'est quelque chose qui va remobiliser des sentiments, d'écouter quelque chose de joyeux, peut-être Moi, je leur demandais, c'est quoi qui vous ferait plaisir, là? Par exemple, il y en a qui me disaient, moi, j'ai envie de sortir de cette chambre d'hôpital. On sort. On sort. Allez, on sort. En fait, je pense que cette notion OK, ils sont malades, il y a cette connotation où vraiment il y a la fatigue extrême du corps, de l'esprit, mais c'est pas impossible. Moi, j'ai pris en charge des patients qui étaient intransportables et pourtant, on a fait des activités où les gens nous disaient « mais vous êtes fous ». Non, on n'est pas fous. On a anticipé la sécurité, on a anticipé, mais le problème, c'est que on sait qu'il y a une échéance à la fin, mais si on peut vous rajouter cette notion d'impossibilité, c'est encore plus difficile pour un patient. Donc, on s'adaptait. Et concernant la gestion de la douleur, moi, je leur parlais beaucoup de mettre de la musique, de la méditation, de faire de la respiration, peut-être aussi de regarder quelque chose qui... Le problème de la douleur, c'est que souvent, elles atteignent des stades qui sont très complexes à diminuer. Donc, c'est vrai qu'il y a l'anxiété, il y a toute cette notion de peur qui ressurgit. Donc, on essayait vraiment déjà d'administrer le traitement, mais surtout d'essayer de mettre le patient dans un espèce d'état de confort. Beaucoup par le toucher, beaucoup par utiliser une voix rassurante en disant « ne vous inquiétez pas, on est là, je suis là ». Moi, je me rappelle un patient qui m'avait attrapé la main en me disant « j'ai tellement mal, je crois que j'ai envie de mourir là maintenant ». Et en fait, je me suis surprise, moi, à changer ma voix, à être comme une maman avec un enfant. Alors, l'image est très grossie, mais je pense que ce sont des personnes qui ont peur qu'on les abandonne face à leur souffrance. Et justement, le soignant, c'est là où il doit prendre cette position où justement, non, j'entends que vous avez mal, je vous ai donné un traitement,
J'essaye vraiment de vous accompagner, donc on mettait de la musique. Je me suis beaucoup servie d'animaux. J'avais des patients qui avaient des chiens, des chats, et en fait, les animaux ont un sixième sens, hein, ils ont quand même cette... et je les ai jamais trouvés aussi proches des patients. Et moi, je leur disais, voilà, vous vous sentez seul, prenez votre chien. Faites la calinothérapie, quoi. Euh, donc, il faut vraiment user de cette notion de plaisir, de cette notion de, ok, on sait qu'il y aura une fin, mais c'est pas pour ça que chaque jour on va s'enfoncer un peu plus. Non, au contraire. Moi, j'ai essayé de leur ramener de la vie. Je n'ai jamais autant ri de sujets difficiles et tellement durs qu'avec des patients en fin de vie où justement, on se posait des questions existentielles, on se posait la question, quand tu seras là-haut, est-ce que tu me feras un signe voilà, et je pense que le fait d'amener encore des rires, c'est quelque chose qui va peut-être aider à traverser ces phases-là, quoi. Moi, j'ai toujours été très claire dans mon discours que tout ce qui peut être un apport en plus de bien-être, il faut y aller. Euh, j'ai déjà orienté des patients vers de l'hypnose, vers du reiki, vers de la sophrologie aussi. Euh, parce que moi, je suis toujours partie du principe dans ma pratique que ça n'interfère pas sur les traitements en cours, mais par contre, ça peut vraiment travailler sur le fond de l'anxiété, sur le bien-être. Euh, donc oui, ayant été formée en soins palliatifs en Angleterre, où cela fait partie vraiment intégrante, c'est vrai que je pense que je l'ai transposé en France quand je suis revenue, et qu'en fait, c'est un complément. C'est un complément. Parfois, ça rythme aussi les journées des patients quand il y a un retour à domicile, peut-être de faire une séance de méditation, peut-être. C'est vraiment essayer de prendre un temps pour soi, et ces médecines alternatives, pour moi, n'ont jamais interféré dans les prises en charge à proprement parler.